Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Rita d'Empower Mum. Et je suis ravie de l'accueillir dans le podcast pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Tout simplement parce que je ne suis pas maman, donc je suis mal placée pour en parler. Mais effectivement, c'est un sujet qui est important quand on est manager. Comment est-ce qu'on fait pour allier à la fois sa maternité et sa carrière? Est-ce qu'on peut être mère et ambitieuse en même temps? Est-ce qu'on peut avoir une carrière, faire carrière, tout en ayant une vie personnelle épanouie avec ses enfants? Rita va répondre à toutes ces questions parce qu'elle est coach professionnelle en carrière et parentalité. Et pour moi, c'était la mieux placée pour en parler. Je laisse place du coup à mon interview avec Rita et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Rita, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec moi au micro de Feedback et surtout qu'on va parler d'un sujet qui est très important et je suis sûre qu'il va vraiment intéresser et plaire pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On va parler de management et maternité, si je dois résumer ça en gros. Déjà Rita, nous on s'est croisés sur Insta en papotant, en discutant un petit peu, en ayant une connaissance en commun. Et effectivement, ton métier, c'est un petit peu d'allier la carrière et la parentalité, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à t'orienter vers cela? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es? Et voilà, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser encore plus là-dedans? Bonjour Elodie et tout d'abord merci pour cette invitation. Je suis ravie aujourd'hui d'être derrière le micro pour parler maternité, management et ambition. Donc, qu'est-ce qui m'a amenée vers ça? Je dirais que c'est tout simplement mon expérience personnelle qui m'a amenée à monter mon entreprise sur ces sujets et mon constat aussi du manque d'accompagnement sur cette période clé qui est la reprise du travail après le congé maternité, mais aussi la suite sur comment gérer sa carrière quand on devient parent, comment réussir à trouver son équilibre. Moi, à la base, je viens d'un univers qui n'a vraiment rien à voir avec la parentalité. J'ai fait une école de commerce, un master spécialisé en finance, contrôle de gestion. Coucou la team, contrôle de gestion. Voilà. J'ai commencé ma carrière dans une banque d'investissement à la direction financière. Au bout de 2-3 ans, je suis passée manager, donc dans un contexte très sympathique de réorganisation et de plans sociaux. Donc c'était une période très intense, voire un petit peu trop parfois. Et puis après 6 ans dans cet environnement, j'avais envie de voir autre chose. Et puis j'avais découvert la gestion de projet durant cette expérience, et donc j'ai basculé dans le conseil. J'y suis restée 6 ans. J'ai eu mes 2 enfants dans ma boîte de conseil, et donc j'intervenais à l'époque sur des missions de conseil en finance, sur du réglementaire, mais j'étais aussi manager, je faisais du développement commercial, je donnais des formations, j'avais du mentorat, donc c'était extrêmement varié et aussi très prenant. Et puis en 2019, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et donc mon congé maternité a démarré pendant le premier confinement. Donc c'était une période vraiment très très particulière déjà pour avoir un enfant. Et donc je pensais que j'allais reprendre le travail en fait après mon congé légal, et puis finalement j'ai choisi de prolonger un petit peu plus et de reprendre aux 6 mois de mon enfant parce que il y avait la fatigue, parce que j'avais envie aussi de profiter un petit peu plus de mon bébé. Et puis quand j'ai repris le travail, j'ai trouvé que c'était assez déstabilisant. Déjà, il y avait ce Covid qui nous a tous cassé les pieds et qui rendait les choses très compliquées. Il y avait ce contexte-là, déjà de 1. Déjà de 1. Et puis en plus, il y avait le fait de reprendre le travail avec un enfant. Donc il y a la nouveauté, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que de devoir s'organiser avec une petite personne en plus qui change complètement notre vie, notre organisation. Voilà, le fait de trouver son rythme. J'étais sur une mission aussi avant mon départ en congé maternité que je n'avais plus à mon retour. Donc j'avais du mal aussi à me projeter sur la suite.
Donc j'ai dû passer des entretiens, faire différents rendez-vous, ne pas savoir où est-ce que j'allais atterrir entre guillemets sur mon prochain job. Donc il y avait toutes ces incertitudes et puis le fait que en fait on n'est pas accompagné en tant que femme durant cette période. Et donc je commençais à faire ce constat, à le conscientiser, mais bon, la vie continue. J'ai trouvé une autre mission et puis j'ai eu mon deuxième enfant 2 ans après. Et puis là, je me sentais plus vraiment alignée avec ce que je faisais. J'avais envie de voir autre chose et surtout, j'avais ce projet de faire quelque chose autour de la maternité. Je ne savais pas encore quoi exactement à ce moment-là, mais voilà, ça me trottait dans la tête. Et puis j'ai fait le choix de faire un bilan de compétences et là en fait, tout s'est révélé, j'ai envie de dire. J'ai eu envie d'aider les femmes durant cette période parce que moi-même je l'avais vécu. Alors j'ai pas vécu de discrimination, j'ai pas eu de choses très difficiles à proprement parler au niveau du travail à gérer, mais je trouvais déjà que le retour en lui-même, que le fait d'apprendre à se connaître, de devenir mère, qui est un nouveau rôle qu'on ne connaît pas, c'était déjà quelque chose de très compliqué. Et en plus de se projeter dans une carrière, d'avoir des ambitions, d'avoir envie de trouver du sens dans son travail, d'être bien sur tous les aspects de sa vie, c'était pas quelque chose d'évident finalement quand on devenait maman. Et donc j'ai choisi de faire une formation de coach professionnel pour accompagner au mieux les femmes durant cette période et plus largement les parents et de créer mon entreprise autour de ça. Donc en juillet dernier, j'ai créé ma société et puis j'ai lancé mes accompagnements en septembre-octobre pour aider les femmes durant cette période vraiment autour de la période de la reprise et puis aussi à concilier carrière et maternité et plus largement parentalité parce que je pense qu'aussi les pères devraient être accompagnés pendant cette période, mais aussi les managers, les RH. Voilà, il y a quelque chose à repenser autour de la parentalité et il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces points-là. Ouais, au niveau de l'entreprise, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on va balayer un petit peu toutes les étapes, on va dire, de la maternité et de la parentalité. Et je me suis permise de t'inviter sur ce podcast parce que n'étant pas maman, je suis pas du tout la mieux placée pour en parler. Mais par contre, effectivement, j'ai dû gérer des maternités dans mes différents services. Donc, je pense que cet épisode peut servir à la fois aux mamans qui ont envie quand même de concilier leur vie perso et leur carrière avec ambition, mais aussi aux managers qui ne seraient peut-être pas mamans, mais pour aussi leur donner des clés ou des conseils, des idées pour pouvoir gérer aussi au mieux la maternité, c'est-à-dire le départ en congé maternité et le retour de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs, comme tu l'as si bien dit. Déjà, quel est le conseil que tu donnerais pour bien préparer son congé maternité? Une fois qu'on sait qu'on est enceinte, on a un petit délai avant de partir en congé maternité, si tout se passe bien. Est-ce que tu as des conseils à donner pour préparer son départ au mieux et donc son retour aussi, parce que pour moi, c'est forcément associé, du côté de la maman? Quel conseil tu pourrais donner par rapport à ça? Du côté de la maman, en l'occurrence quand on est manager, c'est, je dirais, penser la stratégie en son absence. Déjà, je pars du postulat que la manager sera remplacée. Pour moi, c'est vraiment un point important. Je développerai tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est clé parce que ça peut générer beaucoup de frustration, beaucoup de stress pour tout le monde et voilà, quand on peut se le permettre, en tout cas, d'être remplacé, c'est vraiment quelque chose de clé. Ensuite, je dirais d'identifier toutes nos tâches, nos missions et leur temporalité. Est-ce que c'est des tâches quotidiennes, hebdo? Est-ce qu'il y a des sujets plus long terme qui peuvent être décalés ou ralentis en attendant le retour de la manager? Ou est-ce que au contraire, ce sont des sujets urgents qu'il va falloir absolument traiter et travailler en son absence? Et puis ça va aider aussi l'entreprise à savoir quel type de profil il faut recruter. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui va faire tourner l'équipe au quotidien ou est-ce qu'on cherche aussi quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge des projets de plus grande envergure sur du moyen long terme. Dans la stratégie aussi, j'ajouterais le fait qu'un maximum de choses doit être documenté. Donc ça, pour moi, c'est la base d'un service qui tourne correctement, mais ce n'est pas toujours le cas, soyons honnêtes. Non. Clairement, non, tout n'est pas processé, tout n'est pas écrit, ça c'est sûr. Donc vraiment s'assurer avant son départ que tous les process soient clairs, à jour pour faciliter la passation.
que les organigrammes aussi soient clairs, qu'on sache à qui s'adresser, qui sont les clients, qui sont les parties prenantes. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé qui va faciliter la formation de la personne qui va nous remplacer. Et puis le dernier point que j'ajouterais, c'est fixer des objectifs clairs aussi pour la personne qui va assurer le job en notre absence. À notre retour, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir en termes de livrables, mais aussi communiquer sur c'est quoi les habitudes de l'équipe. On peut avoir mis en place certaines choses, je sais pas, des rendez-vous peut-être plus conviviaux, des méthodes de travail un peu innovantes. Donc c'est bien aussi de pouvoir former la personne qui va nous remplacer sur ces aspects, de pas rester uniquement sur l'aspect livrable à effectuer. Ensuite, je dirais que ce qui est important, c'est de communiquer avec son équipe. Communiquer et donner un maximum de visibilité. Parce que ça peut être un grand facteur de stress pour son équipe de ne pas savoir ce qui va se passer pendant son absence, si on va être remplacé, qui va prendre la relève. Alors, on n'a pas besoin de donner tous les détails de toutes les démarches en cours parce que ça peut faire l'effet inverse, mais c'est important quand même de communiquer sur les dates qu'on a déjà, la date de départ, potentiellement la date de retour, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour rassurer aussi, garder ce lien de confiance qu'on a créé avec l'équipe. Et le dernier point, je dirais, c'est de faire monter l'équipe en autonomie, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, accepter que déjà nous, on n'est pas indispensable, qu'on peut être remplacé, et identifier potentiellement les tâches qui peuvent être déléguées sur certaines missions. Alors, le but n'est pas de surcharger l'équipe, mais parfois, on peut faire appel à une personne externe qui va nous remplacer et qui ne connaît pas forcément l'environnement de l'entreprise, tous les interlocuteurs. Donc, c'est bien aussi de valoriser son équipe et de s'appuyer sur les sachants et les personnes qui sont là depuis un certain temps et qui sont volontaires aussi, motivés pour prendre des nouvelles missions en son absence. Ouais, c'est vrai que c'est un moment important pour faire monter en autonomie et responsabilité d'équipe. T'as tout à fait raison. Et en t'écoutant parler, il y a des souvenirs qui me sont remontés. Alors tu parles, tu vois, que c'est important que la manager soit remplacée pour son... Alors c'est vrai, ça ne va pas arriver tout le temps. Mais moi, j'ai été face à des managers qui avaient peur de ce remplacement. En mode, ça se trouve, la personne qui va me remplacer va être meilleure que moi, que ce soit une personne en externe ou en interne, hein, mais j'ai déjà eu cette peur-là, en mode, ça se trouve, quand je vais revenir, j'aurai plus ma place. Est-ce que tu as déjà eu des clientes qui ont ressenti ça? Quels conseils tu pourrais donner par rapport à ça? Alors, déjà, se dire que tout ce qu'on a construit avec son équipe, ça ne va pas s'envoler du jour au lendemain. Il y a quand même un travail de fond qui a été fait, un travail de confiance aussi, enfin une relation de confiance qui a été construite avec ses collaborateurs. Donc, même s'il y a une autre personne qui vient, entre guillemets, voilà, ça, on va pas nous oublier du jour au lendemain parce qu'on est parti quelques mois en congé maternité. Ensuite, c'est aussi d'avoir confiance en ses compétences. Oui, je dirais aussi que ça peut être difficile pour la femme enceinte qui revient parce que on a souvent ce manque de confiance en ses compétences. Quand les femmes partent en congé maternité, elles ont tendance à se dire que les compétences ou les expériences qu'elles ont pu acquérir auparavant se sont presque envolées ou ne sont plus là. Donc on a souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a ce syndrome de l'imposteur qui vient pointer le bout de son nez quand on revient de congé maternité. Donc déjà, j'invite les femmes qui ont cette crainte à se rappeler de tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont créé. Parfois même, je propose un petit exercice, c'est de noter, de renoter toutes ces compétences, quelles sont les réalisations, quels sont les succès, parce que ça aide à rebooster sa confiance en soi. Et ensuite, le fait d'être remplacé, c'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose de bénéfique. Ça veut dire aussi que le poste est un poste clé et que la personne a construit des choses au fil des années, a mis en place certaines choses qui sont presque indispensables. C'est-à-dire qu'on dit que les gens ne sont pas indispensables, mais par contre, ce qui est mis en place, ce qui fait tourner l'entreprise, voilà, il y a des tâches qui sont à effectuer tous les jours. On attend que des choses soient faites, qu'il y ait des livrables, que les clients et leurs produits, leurs services, etc. Et donc ça a été construit pas par magie, mais par la personne qui a été là pendant un certain temps. Donc vraiment se rappeler de toutes ces réussites, de tout ce qui a été mis en place. Là, on est vraiment dans un problème, entre guillemets, de confiance en soi. Ouais, de mindset, d'état d'esprit par rapport à ça. Ouais, d'état d'esprit. Donc c'est vraiment de garder cet état d'esprit de ce que j'ai construit ne va pas s'envoler.
j'ai confiance en ce que j'ai fait, en ce que j'ai réalisé. Et justement, je m'appuie sur mon remplaçant, ma remplaçante, qui va peut-être amener aussi un nouveau souffle, peut-être qu'il va apporter des bonnes idées que je vais pouvoir reprendre à mon retour, mais ne pas être dans cette crainte de il ou elle va prendre mon job, on ne va plus m'aimer à mon retour, je ne vais plus être légitime. Ça, qu'on soit manager ou pas, il faut savoir que toutes les femmes se posent en général cette question au retour de congé maternité. Donc, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit. C'est pas simple, c'est un vrai travail sur soi, mais là c'est vraiment une question de confiance. Personne ne veut prendre votre place entre guillemets. C'est nous avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on a confiance en ce qu'on a construit en notre équipe. Ouais, complètement aligné avec toi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut tourner dans le cerveau malgré soi. Donc et je l'ai souvent entendu, donc c'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Donc la personne part en congé maternité, bébé est là. Et c'est le moment de rentrer au travail. Et moi, j'ai souvent entendu de la part de mes clientes ou des personnes que j'ai managées aussi quand j'étais manager, le fait de culpabiliser un petit peu parce que déjà on quitte un nouveau-né qui est quand même tout petit, sans défense pour retourner bosser. Donc déjà c'est pas évident et on se pose plein de questions de comment ça se passe avec la nounou, la crèche, etc. On culpabilise un peu aussi de laisser son enfant pour retourner travailler. Et même pendant les heures de travail, on se retrouve à penser à ce qui se passe aussi à la maison. Et une fois qu'on est à la maison, on a du mal aussi à profiter de ses proches et de son enfant parce que on est débordé de travail, on se retrouve à penser au travail le soir et les week-ends. Quels sont tes conseils, toi, pour gérer un peu cette culpabilité, le fait d'être présente partout mais nulle part en même temps? Parce que je sais que ça arrive souvent quand on est maman, à la fois au début, mais ça reste aussi quelque chose qui est présent tout au long de l'année, même encore des mois ou des années après la naissance de l'enfant. Alors c'est un sujet qui revient très 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 souvent, la culpabilité. Je pense que c'est même avant même d'être enceinte, il y a certaines femmes qui culpabilisent déjà à se dire est-ce que je lance un projet bébé maintenant ou pas alors que je viens d'accepter ce poste. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la vie des femmes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est concrètement la culpabilité? La culpabilité, c'est un jugement qu'on a envers nous et qui peut générer de l'inconfort, une émotion négative, une sensation désagréable. Et donc, on cherche souvent à refouler ce type d'émotions négatives, à les mettre de côté parce qu'on n'a pas envie qu'elles nous envahissent complètement. Mais une fois qu'elles sont là, elles ne vont pas disparaître. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec et à la conscientiser, mais aussi à comprendre d'où ça vient et d'apprendre à la maîtriser pour qu'elle soit plus diffuse, pour qu'elle soit une information plutôt que quelque chose qui nous envahisse et qui nous fasse du mal. Donc la première étape, c'est vraiment de l'accepter, d'accepter ces pensées qu'on peut avoir, pour lesquelles on peut se juger de manière parfois un peu trop dure. Par exemple, je travaille trop, quand je rentre le soir, mes enfants sont déjà couchés, je ne passe pas assez de temps en famille, au contraire, je ne travaille pas assez, je dois partir tôt du bureau alors que j'ai une équipe à gérer, j'ai des responsabilités, etc. Donc les femmes sont très très fortes à ce jeu-là. Et donc là, l'idée, c'est de faire face en toute objectivité à ce qui génère cette culpabilité et à s'interroger sur ce qui la déclenche. Donc c'est typiquement le genre de travail qu'on fait en coaching, c'est de tirer le fil pour comprendre avec du recul d'où cela vient et qu'est-ce qui va déclencher ces pensées. Ça peut être de se dire que j'ai peut-être fait quelque chose de mal ou j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose à ajuster dans notre mode de fonctionnement parce que tout simplement les actions que l'on va faire ne sont pas alignées avec ce que l'on souhaite vraiment intérieurement et avec nos valeurs. Je vais prendre un exemple. Une femme qui va avoir comme valeur forte le travail ou l'ambition, par exemple, et qui a accepté un nouveau poste ou un nouveau projet hyper prenant et qui va donc passer moins de temps en famille, qui ne sera peut-être pas présente les soirs au coucher, travaillera peut-être les week-ends, elle peut ressentir de la culpabilité. Mais c'est une culpabilité qui est plutôt liée aux injonctions sociales, à l'idée que l'on se fait de cette mère parfaite, qui doit être présente à 300% pour ses enfants. Mais ce choix, si je le fais délibérément, intentionnellement, et qu'il est aligné avec mes valeurs, parce que j'ai décidé que ma valeur forte, c'était le travail, que j'ai envie de m'impliquer dans ce nouveau poste, dans ce nouveau projet. Là, la culpabilité, c'est juste une information. Je dis juste une information avec des guillemets parce que ça ne veut pas dire que c'est facile.
Ça ne veut pas dire que c'est facile à gérer parce qu'il peut y avoir des jugements de l'entourage aussi. On a nos jugements, mais il y a aussi les jugements de l'entourage. Tu laisses ton enfant toute la journée à la crèche ou chez la nounou, tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants, etc. Et donc, ce que je conseille aux femmes qui sont dans ce modèle-là, c'est de penser qualité de la relation plutôt que quantité. Il vaut mieux avoir des vrais temps avec ses enfants ou avec son conjoint où on est là, dans l'instant présent. Tu disais justement tout à l'heure, on est là, mais en fait, on est avec sa famille, mais on pense au travail. Donc, ça ne sert à rien d'être là physiquement, mais d'avoir l'esprit ailleurs, parce que ça va générer de la frustration. Les enfants le sentent aussi, et c'est bénéfique pour personne. Donc, il vaut mieux avoir moins de temps peut-être avec sa famille, mais avoir du temps de qualité. On va jouer, on va créer des liens, on va rigoler, on va partager des choses, on va créer des souvenirs ensemble. Et donc ça aide vraiment à moins culpabiliser, à se dire, ok, mon focus, il est là parce que j'ai décidé, moi, à un instant T, que j'allais mettre mon énergie plutôt sur mes ambitions professionnelles. Ça ne veut pas dire que je mets ma famille de côté, mais c'est juste que j'ai mis ma priorité à cet endroit-là. Ouais. Et tout à fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont ce modèle-là et qui peuvent aussi culpabiliser dans ce sens-là, tout comme l'inverse aussi, hein. Mais effectivement, très bon exemple, ouais. Et il y a un autre cas où en fait la culpabilité là est une vraie alerte. Là, c'est une femme qui va avoir, par exemple, une valeur famille très forte, mais qui est prise dans son quotidien infernal parce qu'elle a un poste à responsabilité, elle travaille tard. Elle a peut-être travaillé dur pour en arriver là, mais ça la pèse vraiment. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose parce qu'elle se sent pas bien. Là, la culpabilité, c'est comme une petite voix qui est un petit personnage, voilà, sur l'épaule qui dit écoute, ça ne va pas. Tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. Là, tu n'es pas aligné. Il y a des ajustements à faire. Et donc là, l'idée, c'est de faire du tri en fait entre toutes ces pensées. Donc j'ai pris des cas un peu clichés pour illustrer mes propos, mais c'est les cas de figure qui se produisent le plus souvent pour les femmes. Et donc elles ont toujours ce dilemme entre est-ce que je privilégie ma carrière ou ma vie de famille. Idéalement, j'aimerais tout avoir, mais on sait très bien que ce n'est pas possible de tout avoir. Comme le dit Oprah, on peut tout avoir, mais pas en même temps, pas au même moment. Et donc à un moment donné, il faut l'accepter. Et il faut accepter de s'ajuster. Si on n'est pas aligné, peut-être qu'il faut envisager un 80%. Peut-être qu'il faut mettre cette super promotion que tout le monde aurait accepté de côté et finalement rester là où on est parce que c'est mieux pour nous et parce qu'on est aligné avec nos valeurs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'écouter, de se poser pour réfléchir à tout ça parce qu'on est souvent dans nos quotidiens bien rempli. Ouais, on est pris dans la tornade et on se laisse porter par tout ce qui arrive et tout à fait. Et c'est vrai que je te rejoins, les émotions, ça sert à rien de les refouler. Elles sont là pour nous dire quelque chose et c'est important de s'en rendre compte et de comprendre pourquoi elles sont là. Et c'est là où on prend pas forcément le temps d'analyser tout ça. Mais c'est vrai que s'il y a de la culpabilité, de la frustration, de la colère, peu importe, tout comme aussi les émotions positives, de la joie, du bonheur aussi, mais si elles sont là, c'est pas pour rien et c'est important de prendre le temps de se poser, de les conscientiser, d'analyser ce qui se passe. Et donc, si on ressent la culpabilité ou de la frustration, c'est pas pour rien. Comme tu dis, c'est qu'il y a un désalignement quelque part. C'est une information qui est envoyée, une alerte, et il faut qu'on sache la voir et qu'on sache l'analyser. Mais effectivement, ouais, étant manager, moi, j'ai connu les deux modèles un peu que t'as cités, et c'est vrai que c'est pas évident. Surtout, comme tu dis, on a beaucoup de modèles mentaux qui sont liés aussi à la pression sociale. La pression sociale est assez forte en plus sur les deux rôles, à la fois au travail et dans le rôle de mère. Comme tu dis, c'est un peu ce côté de rôle de mère parfaite qui doit être là tout le temps, au top tout le temps, etc. Et de l'autre côté, les femmes doivent aussi avoir de l'ambition, construire leur carrière. Enfin, c'est vrai qu'on est un peu pris comme un étau, donc c'est pas toujours évident. Quels seraient tes conseils? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour gérer au mieux un peu ces deux casquettes, comme j'ai dit, ces deux rôles qu'on doit avoir, limite, c'est ces 2 journées de travail en une, voilà, comme on dit. Quels conseils tu pourrais donner, voilà, pour arriver à concilier les deux? T'as dit déjà de passer du temps de qualité, d'être vraiment dans l'instant, quand on est au travail, d'être en mode travail, et quand on est à la maison, d'être avec ses proches et dans l'instant présent avec ses proches. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi qui sont importantes pour mieux vivre, on va dire tout simplement, cet équilibre entre la vie pro et la vie perso, notamment quand on est maman?
Alors oui, il y a plusieurs aspects. Déjà, j'aimerais poser les bases avant de développer. Posons les bases. Vas-y. J'aimerais que tes auditrices ou auditeurs peut-être gardent en tête qu'on a quand même un héritage très fort du patriarcat et que la semaine de travail pour un cadre qui travaille à 100% a été pensée par des hommes pour des hommes, en tenant compte du fait que quelqu'un d'autre allait s'occuper de la famille, de l'intendance, etc., etc. Donc, c'est inhumain de penser que l'on peut tout faire et seul. Nos journées ne font que 24 heures, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Donc, comme nous ne sommes pas des machines, il faut trouver des stratégies pour non pas réussir à tout faire, mais pour gérer les priorités et faire au mieux, sans s'épuiser. C'est ça le point aussi. Donc, le premier point, je ne vais pas te surprendre en te disant qu'il faut avoir une organisation en béton. Oh, sans blague. Donc, être clair sur tout ce qu'il y a à faire, mais côté pro et côté perso. Donc, il y a un gros travail de priorisation, de rassemblement de tous les to-do. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a notre planning, notre to-do au travail. On a des to-do dans notre tête. On a des to-do sur notre téléphone, sur le frigo, etc. Et donc, on n'arrive pas à tout gérer parce qu'il y en a partout. Donc déjà, ce que je conseille, c'est de rassembler tout ce qu'on a à faire dans un seul et même endroit si on peut et d'essayer de les mettre dans notre agenda. Je dis essayer parce que tout ne va pas rentrer. Et donc après, il y a il y a plusieurs méthodes d'organisation possibles, mais déjà d'essayer de faire ce travail de cohérence et de s'organiser au mieux. Il y a aussi un piège que j'aimerais évoquer, c'est que quand on est en congé maternité, même si auparavant il y avait une sorte d'égalité dans la répartition des tâches, quand on est à la maison en congé maternité, c'est très vicieux. On prend en charge beaucoup plus de choses parce qu'on est là, on est à la maison. Et donc, il faut avoir, mesdames, cette discussion à deux, si vous êtes deux avec le coparent, pour mettre à plat les choses et savoir qui fait quoi avant le retour de congé maternité. Trop de femmes que j'accompagne reprennent le travail sans avoir eu cette discussion et d'acter concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire et qui fait quoi. Donc, il va sûrement y avoir des ajustements. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Peut-être qu'il y a des périodes où vous aurez plus de travail, ou votre conjoint aura plus de travail. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une discussion solennelle, entre guillemets, et de matérialiser les choses dans un planning, à la maison, dans un agenda, peu importe. Mais voilà, d'avoir cette discussion et de dire qui fait quoi, que chacun soit responsable des choses à faire. Parce que on ne peut pas reprendre le travail quand on gère tout. Vous allez exploser en plein vol. Complètement. Et ensuite, au-delà de l'organisation, alors il y a énormément de sujets qu'on peut aborder, mais j'en ai choisi 3. Le premier, c'est mettre des limites. On n'est pas des machines, on doit déjà se mettre nos propres limites. Parfois, on est notre pire bourreau. On a beau parler du mythe de la Wonder Woman, les femmes ont souvent cette tendance à vouloir tout faire et surtout tout faire à la perfection. Donc juste à un moment donné, lâchez-vous la grappe. Il faut aussi être réaliste sur notre fatigue physique, sur notre fatigue mentale, sur notre capacité à faire. On n'est vraiment pas toutes égales par rapport à ça, soyons honnêtes. On n'a pas les mêmes enfants non plus, on n'a pas le même rapport au sommeil. Donc ne soyez pas trop exigeantes avec vous-même. Et puis ouais, t'as raison d'insister là-dessus. Parce que clairement, ouais, on se met en mode c'est même pas le 100% qu'il faut atteindre, c'est le 120 ou le 200%. Exactement. Et tout faire à la perfection. Et comme tu dis, limite d'être des Shiva à 46 000 mains et avec des super pouvoirs, quoi. Ça n'existe pas. Désolée de vous l'apprendre. Et donc, c'est important de se mettre des limites à soi, mais aussi de mettre des limites aux autres. C'est presque une question de survie. Donc, même au travail, challenger les demandes. Est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que ça peut être délégué ou pas? Si vous êtes sursollicité par certaines personnes, ça peut arriver aussi au travail. Mettez en place des sortes de règles, des créneaux d'échange, faites-les gagner en autonomie. Enfin, il y a plein de stratégies à imaginer. On est d'accord que c'est aussi le job du manager, au-delà du fait d'avoir des enfants, mais il y a encore plus d'enjeux à améliorer ce type de comportement à ce moment-là. Et puis, bien sûr, dans la vie privée, n'en faites pas trop non plus. Personne ne vous donnera de médaille. Vous n'avez rien à prouver à personne. Donc, pensez à votre bien-être, à votre santé. Ouais, complètement d'accord. Le deuxième point, je dirais que c'est de créer une équipe autour de soi et d'accepter de l'aide, tout simplement.
Déjà d'avoir un mode de garde, ça c'est le minimum, et ensuite d'avoir des backups, que ce soit la famille, les grands-parents en général, ils se font une joie de garder les petits enfants, d'avoir des numéros de nounou par exemple aussi, de pouvoir s'arranger avec d'autres parents qui habitent à côté pour les trajets. Ça peut être aussi une aide ménagère si on peut se le permettre pour se décharger des tâches domestiques. Donc vraiment explorer toutes les options possibles pour pouvoir se décharger, faire face aux imprévus, une urgence au travail ou un enfant malade, d'avoir une solution, un plan A, un plan B, voire un plan C s'il le faut. Et le dernier point, je dirais que c'est d'éviter la comparaison avec d'autres femmes qui nous donnent l'impression d'avoir cette vie fantastique, parfaite, d'être comblées au top de leur carrière. Alors déjà, je tiens à dire que au-delà d'Instagram, quand c'est dans la vraie vie, c'est souvent l'image qu'on se fait de l'extérieur. On ne sait pas. Ça arrive. Ça arrive. On ne sait pas ce qui se passe dans la vraie vie des gens. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu. On ne sait pas peut-être les sacrifices qu'elles ont dû faire pour en arriver là. Donc c'est vraiment un piège de se comparer. Et même si c'est humain, on le fait tout, soyons honnêtes. Mais j'aimerais proposer de changer de perspective et de plutôt voir ce qui pourrait vous inspirer chez ces femmes pour vous tirer vers le haut. Donc plutôt que de se dire Caroline, elle est parfaite, moi je me sens vraiment nulle à côté d'elle, qu'est-ce qui m'inspire chez Caroline? De quoi moi j'ai envie concrètement? Qu'est-ce qui me manquerait à moi pour me sentir comblée, confiante, et comment est-ce que je peux faire pour y parvenir? Et là j'invite les femmes à se poser plus largement 2 questions qui vont concrètement les aider à mener des actions en phase avec leurs envies à elles. C'est quel manager, quel professionnel j'ai envie d'incarner, et quelle femme, quelle mère j'ai envie d'être. Et vraiment d'y répondre avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Là, c'est vous avec vous-même, il n'y a personne pour vous juger, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais ça peut vous servir de boussole pour vous mettre en action, pour prendre les bonnes décisions. Quand parfois on ne sait pas quoi faire dans une situation, se rattacher à notre vision des choses, de qui on a envie d'être, ça peut nous aider à aller de l'avant, à prendre des décisions et à ajuster certaines situations. J'aime beaucoup le dernier conseil que tu as donné, puisque c'est aussi un exercice, moi, que je fais faire dans ma formation Manager 360, où l'une des premières questions auxquelles les personnes doivent répondre, c'est quel manager j'ai envie d'être, de décrire ce manager-là, parce qu'effectivement, ça aide après, face à certaines décisions, pour le fait de fixer ses limites, comme tu as dit tout à l'heure, pour oser imaginer l'équipe qu'on a envie d'avoir autour de nous, etc., etc. Ça permet de dessiner les contours de ce manager qu'on a envie d'être. Effectivement, ça donne une sacrée boussole pour avancer. Donc, on est totalement aligné là-dessus, mais t'as raison, on peut le faire et dans le cadre pro comme dans le cadre perso. Tout à fait. Il y a un max de conseils pour tout le monde là à appliquer. J'ai une dernière question à te poser avant de rentrer dans les questions un peu plus généralistes, on va dire, que je pose à chaque fois à la fin des podcasts. Pour les managers qui nous écoutent, mais qui ne sont pas mamans, ou qui ne sont pas papa, ou qui le sont d'ailleurs, mais qui auraient du mal à gérer l'annonce d'une grossesse d'une collaboratrice, ou l'annonce aussi d'un congé parental, paternité d'un papa, parce que moi ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes qui décident de prendre un congé parental, le père, pendant 1 à 2 ans pour s'occuper de l'enfant. Quel conseil tu pourrais donner aux managers qui nous écoutent pour gérer au mieux cette absence et ce retour pour faciliter au mieux, on va dire, l'expérience de leurs collaboratrices et leurs collaborateurs dans ce moment de vie qui est quand même important pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est manager face à l'absence programmée de quelqu'un de son équipe? Alors déjà, avant de rentrer dans l'opérationnel et de donner des conseils, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur la situation, et j'invite les managers à se demander quel est leur rapport à la parentalité et surtout à ce type d'annonce. Parce que on peut être manager et avoir nous-mêmes une expérience compliquée au travail par rapport à notre grossesse, à notre expérience personnelle. On peut être une femme manager, avoir un projet bébé et avoir des difficultés à tomber enceinte, et donc ce type d'annonce peut être très, très douloureuse aussi. On peut tout simplement ne pas du tout être sensible à ce type de sujet, mais être inquiet à l'idée de gérer ces imprévus, ces absences qui peuvent être plus ou moins longues, même si ça fait partie du package du manager. Mais si on ne se pose pas la question, c'est vrai qu'on peut être très surpris au moment de l'annonce et avoir une réaction inappropriée. Voilà, on peut aussi tout simplement trouver que c'est une super nouvelle et que ça fait partie de la vie. Mais vraiment, j'invite déjà les managers à se poser la question de comment est-ce que
il ou elle vit cette situation par rapport à son expérience personnelle, parce que l'accueil de la nouvelle va déjà être la première étape, première étape à ne pas négliger pour la collaboratrice ou le collaborateur dans le cadre d'un congé paternité ou parental pour la suite et pour la relation de confiance qu'il y a déjà. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que moi j'avais une collaboratrice très proche qui était vraiment une des managers avec qui je travaillais beaucoup. Elle a eu 2 enfants. Et je sais qu'elle a été très surprise de mes réactions à chaque fois, en mode, moi j'étais trop contente pour elle. Et c'est fou comme, elle m'a dit, mais j'avais trop peur que toi et donc mon boss que vous le preniez mal parce que je vous mets dans la mouise, je vais être absente pendant un moment et tout. Et je sais qu'elle avait été très étonnée que ma première réaction a été d'être heureuse pour elle. Et je crois que ça l'a encore plus surprise aussi la deuxième fois, parce que bon, la première fois, elle m'a vu, ok, j'étais contente. Et je crois que la deuxième fois, pareil, le contexte était un peu peut-être compliqué d'un point de vue gestion du congé. Je sais plus exactement quel était le cadre, mais elle était là. Ah ouais, non, mais je pensais pas que pour le deuxième aussi, ça allait réagir pareil et tout. Mais si, en fait. Et c'est fou comme on se fait un monde de l'annonce, parce que voilà, on a vraiment peur de la réaction de son N+1 ou de sa N+1. Et tu as raison, c'est la première étape déjà qui va sceller le reste de la relation de confiance qui va se passer pour préparer le départ. Et c'est fou comme ça peut être vraiment une crainte, l'annonce. Et effectivement, la réaction qu'on va avoir est hyper importante. Et c'est bien de s'y préparer aussi avant qu'on soit devant l'annonce et qu'il y ait des mots un peu désastreux qui sortent de façon une réaction assez bizarrement. Mais c'est vrai que des fois, il y a des phrases qui peuvent sortir qui sont très mal placées et qui sortent malgré nous, quoi. Donc bon, moi je crois que je l'ai jamais fait, mais ça peut arriver. Mais il y a des managers qui sont dans l'empathie et puis il y en a d'autres qui vont être tout de suite dans le comment je vais faire, qui vont pas du tout accueillir la nouvelle. Alors que si on est dans l'empathie, déjà on prend le temps d'accueillir, de recevoir le message, de féliciter et puis ensuite on passe à la suite. Mais voilà, c'est aussi un moyen de se préparer entre guillemets à ce type d'annonce, de savoir nous où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le fait que les managers aujourd'hui, je trouve qu'ils sont profondément seuls en fait face à la gestion des congés maternité parentaux. Enfin, quand l'entreprise ne met pas en place de politique de parentalité, et là quand je parle de politique de parentalité, je parle pas juste de proposer une place en crèche à ses employés. J'évoque l'accompagnement des parents salariés, l'accompagnement des RH et des managers dans la gestion. Quels dispositifs on met en place? Est-ce qu'on recrute des CDD, des intérimaires pendant l'absence? Quelle flexibilité on va donner au retour de congé maternité, du télétravail, une reprise progressive? On peut imaginer plein de choses, mais ce qui est important, c'est que le manager soit aussi épaulé. Et sache que ça a été pensé aussi au niveau de l'entreprise. Parce que oui, c'est une super nouvelle, mais il faut être honnête aussi, en tant que manager, ça demande aussi de l'adaptation, des modifications dans l'organisation, de la communication pour informer les collègues, les clients, etc. Donc, est-ce que c'est au manager de gérer ça seul à son niveau, ou est-ce que l'idée c'est de le penser plutôt globalement au niveau de l'entreprise? Mon avis personnel, c'est que ça doit se penser à tous les niveaux et qu'aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Et donc quand on a un manager qui a l'habitude de gérer ce type d'événements, c'est génial, mais pour d'autres ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est le premier point, c'est pas forcément au niveau du manager, mais voilà, c'est un état d'esprit aussi à avoir au sein de l'entreprise. Donc ensuite, l'accueil de la nouvelle, on en a parlé. Il y a certaines femmes qui sont hyper stressées à l'idée d'annoncer leur grossesse parce qu'elles s'imaginent qu'elles vont être stigmatisées, qu'elles vont être mises de côté sur certains projets. Donc là, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le manager, il doit pas être tout de suite vers comment je dois faire, même si c'est la prochaine étape, mais vraiment accueillir avec bienveillance et avoir une réaction appropriée par rapport à l'annonce de la nouvelle. Et puis le deuxième point, c'est bien sûr de rentrer dans le vif du sujet. Donc réfléchir rapidement au remplacement de la collaboratrice enceinte. On l'a dit tout à l'heure. Enfin, c'est une grosse erreur de ne pas remplacer un congé maternité. Parce que soit les missions de la collaboratrice peuvent être mises en stand-by, mais c'est très rare, ou c'est peut-être sur des projets ou des sujets spécifiques. Soit elle n'est pas remplacée, et ça veut dire que les tâches sont redispatchées avec les autres membres de l'équipe. Et donc là, l'équipe a une charge de travail qui est beaucoup plus importante, en général sans reconnaissance derrière. Et puis la collaboratrice enceinte, elle part en congé maternité pas très sereine. Elle est probablement gênée par la situation. Elle peut aussi avoir beaucoup de culpabilité. Donc tout le monde est frustré.
On perd aussi en cohésion d'équipe. L'équipe en veut au manager, mais elle peut aussi en vouloir à la collaboratrice qui est partie. Donc, ça peut être très compliqué. Et donc, la clé, c'est vraiment d'anticiper le remplacement et de remplacer, si on peut, en tout cas, la collaboratrice ou le collaborateur qui s'en va. Ouais, tout à fait. L'autre point, c'est de documenter aussi, si ça n'a pas déjà été fait, ce qu'il y a à faire. Il faut garder en tête que la grossesse, même s'il y a une date de départ, elle peut nous réserver des surprises. Oui. Donc, une femme peut partir du jour au lendemain parce qu'elle a un souci de santé. Elle peut être arrêtée. Donc, bien sûr, on pourra continuer à lui poser certaines questions. Elle va pas disparaître du jour au lendemain, mais on peut pas lui demander de faire du full time alors qu'elle est en arrêt maladie. Ce n'est pas possible. Donc voilà, d'essayer de documenter, de préparer le terrain et d'avoir toutes les informations quelque part, en tout cas, qu'il y ait des sachants, qu'il y ait une passation qui soit faite avec d'autres personnes et que tout soit disponible pour l'équipe. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Du coup, message à toutes les femmes managers qui ont un projet bébé à un moment donné, parce que là, on parle de la grossesse quand elle est annoncée, mais ça peut être aussi dans l'esprit 1 à 2 ans avant. N'hésitez pas à commencer à processer et à noter et à documenter ce que vous faites quand vous le pouvez, avant même que vous soyez enceinte. C'est toujours du temps de gagner et ça permet aussi de structurer les choses quoi qu'il arrive. C'est un travail de fond qui est important à faire, pas uniquement quand on est enceinte, mais c'est vrai, quand on a un projet bébé, c'est important d'y penser et de pouvoir l'anticiper dès qu'on peut, en fait, et de pas se retrouver devant le fait accompli, parce que alors là, ça va nous paraître une montagne de plus à franchir. C'est vrai que c'est bien si on peut arriver à l'anticiper avant même d'être enceinte, voire même, ça fait partie du métier tout court, mais si on sait qu'on a un projet bébé, c'est bien d'y penser un petit peu avant. Clairement, c'est clé et puis, comme tu le dis, ça va soulager aussi certaines managers de pas avoir à le faire en 2-3 semaines, parce que ça peut rajouter une charge très importante de travail. Ouais, de stress et de travail, ouais, complètement. L'autre point avant le départ, ce serait aussi de faire un point de carrière. Est-ce que la collaboratrice souhaite réintégrer l'équipe à son retour? Peut-être qu'elle a d'autres envies, peut-être qu'elle a envie de faire une mobilité, ou qu'elle sait déjà si elle a envie de prolonger son congé avec un congé parental. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation ouverte sur les différentes options et les évolutions potentielles futures de l'entreprise. Il peut y avoir des projets de réorganisation en cours. Donc voilà, de partager ce qui peut être partagé en tout cas à cet instant-là et d'être transparent sur la suite. Même si on n'a pas forcément toutes les informations avant de partir, et même une femme peut avoir des projets à un instant T et puis une fois que le bébé est là, tout peut changer. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. mais voilà, d'amorcer en tout cas la réflexion. C'est pas gravé dans le marbre parce qu'effectivement, moi c'est vrai que toutes les personnes que j'ai pu avoir enceintes et pour préparer leur départ, j'avais ce genre de discussion quelques semaines avant leur départ en congé maternité et de savoir en tout cas si elles allaient prolonger ou pas, comment est-ce qu'elles voyaient la suite. C'est pas parce que vous êtes engagé dans cette conversation-là avec votre manager en disant je rentre au bout de 3 mois que vous ne pouvez pas revenir sur ce que vous avez dit et revenir au bout de 6 mois ou prendre un congé derrière. C'est tout à fait OK. Y a rien qui est gravé dans le marbre parce qu'effectivement les envies peuvent changer entre-temps. Le tout est d'avoir une communication hyper transparente tout le long en fait du processus, que ça soit avant l'accouchement ou même après. Dès que vous avez des réflexions qui changent, que vous voyez évoluer dans la vision de votre carrière, n'hésitez pas à en discuter avec votre manager ou le service RH dès que vous le pouvez. C'est toujours mieux et pour soi et pour l'entreprise de savoir où en est la personne, ce qu'elle souhaite faire. Et il peut y avoir du changement, c'est complètement OK. Voilà, il y a rien du tout qui est gravé dans le marbre. On a le droit de revenir sur ce qu'on a dit parce que la maternité, ça nous change. Donc, c'est tout à fait OK de dire avant d'accoucher, je vais prendre un congé de 2 ans et en fait pas du tout. Et l'inverse, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, communiquer, c'est la clé. C'est super important pour les deux parties. Je rebondis, Elodie, sur ce que tu dis, c'est vraiment la clé et c'est important aussi de communiquer au fil de l'eau pendant le congé même. Et j'ajouterais qu'on peut aussi fixer des règles de communication parce que certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec le fait de rester tout le temps en contact, on va dire, avec l'entreprise. Donc on peut aussi, pendant ce point de carrière avant le départ, fixer des règles de communication. Est-ce que c'est par mail? Est-ce qu'on peut être sollicité ponctuellement par téléphone?
à quel moment aussi on reprend contact pour le retour. Donc on peut fixer un cadre de communication comme ça, c'est clair, il y a pas de malentendu des deux côtés. Tout à fait. Et donc après, pour préparer le retour, l'idéal c'est bien sûr d'avoir gardé contact, mais sinon on peut se dire qu'une semaine à 2 semaines avant la date prévue, on peut reconfirmer la date avec sa collaboratrice, prendre des nouvelles aussi pour savoir dans quel état d'esprit elle revient, donner un peu de visibilité, quelques news sur le poste, ce qui va se passer à son retour pour qu'elle commence à se projeter. Dans mes accompagnements, certaines femmes ont 0 nouvelle presque avant le jour du retour, et parfois elles sont à l'initiative de la prise de contact. Il y en a même une qui n'a pas repris le bonjour parce qu'elle a accouché en fait 2-3 jours plus tard et que ça a décalé son congé maternité, et quand elle est rentrée on lui a dit on t'attendait pas aujourd'hui. Donc ça me paraît hallucinant, mais ça existe. Donc c'est hyper important la communication pour éviter ce type de cas. Ah ouais, tu m'étonnes. Il faut savoir aussi que pour la collaboratrice qui revient, il y a une grande ambivalence le jour du retour. Parce que peut-être qu'elle a laissé le matin même son bébé à la crèche qui pleurait et la séparation a été difficile. Peut-être qu'elle est stressée de comment ça va se passer. Peut-être qu'elle est en même temps super contente de revoir ses collègues. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'émotions, plein de pensées qui traversent la collaboratrice, et donc c'est important aussi de l'accueillir avec un minimum de convivialité. Je t'ai préparé des pépites sur ce qu'ont vécu certaines femmes le jour de leur retour. Vas-y. Je cite, je suis revenue au bureau, j'étais toute seule et toute l'équipe était en télétravail, on ne m'avait pas prévenue. Donc tu débarques au bureau, t'es toute seule, c'est quand même hallucinant. Oh punaise. Je n'avais plus mon bureau, on m'avait laissé la place la plus pourrie de l'open space. Je n'avais pas de PC, je n'avais plus de chaise, juste un bureau vide. Mais alors c'est terrible pour moi, c'est vraiment le minimum à avoir, c'est d'avoir un bureau, une chaise, un PC fonctionnel, d'avoir un moment convivial. Alors si toute l'équipe est en télétravail, au moins de prévoir un café virtuel, au moins voilà de prévoir quelque chose, un échange. Si vous êtes sur place, un petit déjeuner, un déjeuner d'équipe, bref, juste un moment sympa en fait, qui recrée du lien, de la cohésion, et qui fait que cette reprise est faite dans de bonnes dispositions pour repartir avec un lien de confiance et voilà, d'être juste à l'aise et content de revenir au travail. Ouais, presque un mini onboarding. Oui, complètement. Très simplifié, mais presque repartir sur tout à fait sur un petit accueil. Même si voilà, c'est pas un festin, mais un minimum. On va pas lancer des confettis, mais on peut faire un minimum quand même. Et puis après, je rappelle aux managers qu'il y a quand même un entretien de retour qui est obligatoire. Alors normalement, c'est un entretien qui est obligatoire côté RH, mais j'invite vraiment les managers à ce que ce soit fait soit en collaboration avec les équipes RH, soit de faire un point vraiment dédié avec la collaboratrice ou le collaborateur, parce que il faut évoquer les nouveaux objectifs, les envies de la personne qu'on a en face, peut-être parler aussi des dispositions particulières s'il y a du télétravail, est-ce qu'on peut envisager une reprise progressive, est-ce qu'il y a de l'allaitement pour les femmes, enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent être abordées à ce moment-là, et puis de prévoir des points de passation avec le remplaçant, la remplaçante, pour rattraper tout simplement tout ce qui a été fait en l'absence de la personne, savoir s'il y a des deadlines proches qui arrivent, des sujets brûlants, et puis d'inscrire cette démarche dans la durée. On le fait bien sûr la première semaine, mais c'est aussi important d'avoir la température 1 mois après, et puis même 6 mois après. Donc j'imagine que les managers font des points quand même réguliers, à minima 1 fois par an, avec leurs collaborateurs, collaboratrices. Les personnes qui écoutent mon podcast et qui lisent mes contenus, normalement savent combien je martèle que des entretiens réguliers en tête-à-tête sont importants. Je le martèle. C'est peut-être pas fait, mais en tout cas, l'information est diffusée comme quoi c'est important. Donc voilà, j'en remets une couche. Donc c'est encore plus important lors d'un retour de congé maternité, paternité, tout simplement après une longue absence, ça peut être même après un arrêt de travail aussi, tout simplement. Oui, complètement. Et puis le dernier point, je fais ma liste au Père Noël aujourd'hui. Vas-y. C'est pas des moindres, c'est de mettre en place de la flexibilité dans l'organisation.
s'il vous plaît, pas trop de pression sur les contraintes et les horaires. Les femmes ne demandent pas forcément à partir à 16h30 tous les soirs, mais elles veulent de la flexibilité. Il y a beaucoup de femmes cadres qui vont travailler, qui doivent parfois partir plus tôt pour aller chercher leurs enfants, mais qui retravaillent le soir ou qui s'organisent comme elles peuvent, comme elles veulent. Mais on a besoin d'avoir cette flexibilité parce qu'on peut avoir un enfant malade à aller chercher à la dernière minute et que c'est déjà hyper culpabilisant et on est déjà hyper mal à l'aise de dire je suis désolée, je dois partir, j'ai une urgence, etc. Donc en plus, n'en rajoutez pas une couche entre guillemets. Si vous le pouvez, soyez flexible. Pas de réunion après 17h30 ou 18h, pas trop tôt le matin, sauf cas exceptionnel. Et c'est ce qu'on disait en début d'échange, c'est que honnêtement, ça devrait être la base, enfant ou pas enfant, pour l'équilibre de vie de ses collaborateurs, de ses collaboratrices. On ne devrait pas avoir de réunion très tard le soir, sauf urgence très très tôt le matin. Alors bien sûr, il faut aussi tenir compte des urgences, des imprévus. Il peut y avoir un sujet de dernière minute, un client mécontent, mais ça devrait être exceptionnel. Ouais. Et je te rejoins vraiment sur la flexibilité. La même collaboratrice, elle était passée à 80% à son retour et après elle avait pris du coup le mercredi en télétravail. Mais elle s'est rendue compte que le mercredi, elle était en télétravail mais elle devait garder ses enfants. Et au final, on avait convenu que elle préférait travailler tard le mardi soir, très tard, de chez elle, et du coup ne pas travailler le mercredi matin ou le mercredi après-midi. C'est ok, voilà. Je vais pas te dire non, t'as pas le droit, nanana. La seule chose que je demandais, c'était de ne pas d'envoyer de mail ou de ne pas montrer au reste de l'équipe qui a travaillé mardi soir, qu'il n'y ait pas d'échange envers les autres par rapport à ça. Mais après, du moment que le travail était fait, elle avait le droit de s'organiser comme elle le souhaitait. La plupart du temps, on va avoir quand même des personnes qui sont motivées, qui sont engagées, qui ont envie de bien faire les choses. Donc, pitié, soyons flexibles. C'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, faut pas forcément le voir comme ça. Les mamans ont déjà suffisamment de choses à gérer. C'est déjà galère d'arriver à s'organiser. Donc, effectivement, si on arrive à être un minimum flexible, c'est toujours mieux. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est bien d'essayer de l'être au maximum. Et pareil, communication, communiquer, n'hésitez pas. Si vous voyez que la jeune maman n'engage pas la conversation sur ce genre de sujet, engagez-la en tant que manager. Faites ce pas-là vers la personne. Est-ce que l'organisation du travail te convient ? Comment on pourrait adapter les choses pour que ça soit encore mieux pour toi, etc., etc. C'est vraiment important d'engager cette conversation. C'est super de le mentionner parce que c'est vrai que certaines femmes n'osent pas en se disant le manager va mal le prendre ou il ne va pas comprendre ou peut-être qu'il va me mettre de côté sur je vais être mal vue ou je vais pas avoir tel ou tel projet et donc certaines n'osent pas et puis subissent en fait leur quotidien et ça peut aussi jouer sur la qualité du travail, sur la fatigue. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, d'avoir cette conversation et d'être flexible des deux côtés finalement. Ouais. Et vraiment en tant que manager, voilà, c'est engagé parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de ce genre de discussion. Même en se disant j'ai déjà été absente X mois, je vais pas rajouter ça en plus, ce genre de demande, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que des personnes n'osent pas le faire. Donc c'est important de laisser la porte ouverte, en tout cas. Merci beaucoup, Rita. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais une ressource à nous partager qui t'a marqué, que ça soit un livre, une vidéo, un film, peu importe, un podcast, qui soit sur la parentalité ou pas, mais qui t'a aidé, toi, en tant que femme, en tant que manager, en tant que leader dans ta carrière? Alors moi j'aime beaucoup les podcasts. Alors je vais partager un podcast aujourd'hui qui est quand même assez connu, il s'appelle La Matrescence. La Matrescence, je sais pas si tu connais. Ah moi je connais pas. Mais vas-y. Alors c'est un podcast en fait qui parle non seulement de cette phase de transition de femme et mère sous différents aspects, parce que la matrescence, pour la petite histoire, c'est la contraction de maternité et d'adolescence et qui caractérise cette transition justement de la femme vers ce nouveau rôle de mère. Et donc le podcast aborde différents aspects et donc cette transition là, mais aussi des sujets plus larges sur la maternité, la parentalité, avec des invités, puis des épisodes un peu plus dans l'explication de ce que traversent les mères à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris en tout cas quand je l'ai écouté durant mes grossesses et même après, jusqu'à présent. Ok, super. Merci pour la reco. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout. Bien évidemment, ça sera dans les notes et la description de cet épisode.
Où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui voudraient en savoir plus sur toi, suivre tes contenus, te suivre sur les réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec mon compte EmpowerMom et puis plus largement sur LinkedIn avec mon nom Rita Bouzel. Ok, mais pareil, les liens sont dans la description de cet épisode et pareil sur l'article de blog associé. Merci beaucoup Rita pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était super intéressant. Et effectivement, tu as donné un maximum de conseils et de clés pour les femmes et aussi les managers pour gérer la maternité et la parentalité au travail. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette heure quasiment passée ensemble. Merci à toi et pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Elodie, à bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.